Avant de commencer à regarder la vidéo, foncez voir l'épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon et revenez ici bien évidemment. Dans l'univers du Trône de Fer, il existe de nombreuses armes iconiques et importantes. Corvenin de la maison Tarly, Feu Noir l'épée d'Aegon le Conquérant portée par Daemon, ou encore Grand Griffe, l'épée en acier valérien donnée à Jon Snow dans la saison 1 de Game of Thrones. Mais c'est pourtant une plus petite lame qui comptera parmi les armes les plus légendaires des 7 couronnes, qui aura un impact crucial sur le royaume, la dague en acier valérien. Elle catalysera l'histoire des 7 couronnes pendant plus de 300 ans, racontée à travers A Song of Ice and Fire et la prophétie d'Azor Ahai. Comme on vous l'a raconté dans notre vidéo sur l'épisode 1 de la saison 2, les Targaryens ont parfois des rêves prophétiques. Le plus connu est celui d'Aegon Targaryen, dit le Conquérant. Sa volonté d'assujettir Westeros n'était pas uniquement pour le pouvoir et la gloire, mais surtout dans l'espoir de sauver le monde des vivants. Dans sa prémonition, Aegon a vu la fin des temps, qui viendrait d'un terrible hiver en provenance du nord au-delà du mur. Une longue nuit qui plongerait Westeros dans les ténèbres et dans le royaume des morts. Ce rêve porte depuis le nom de A Song of Ice and Fire. Cette chanson sera transmise de roi Targaryen en roi Targaryen selon les consignes d'Aegon le Conquérant, qui assure que seul un Targaryen et son dragon pourront préserver Westeros de cette longue nuit. Les paroles de la chanson seront aussi dissimulées dans la fameuse dague en acier valérien, également transmise de roi en roi sous le règne Targaryen. Et seul le feu pourra révéler les secrets cachés sur la lame. Si l'on en croit la prophétie d'Aegon, seul le prince qui fut promis serait digne de cette dague, faite en acier valérien et d'un manche en os de dragon. Si on sait qu'elle provient de l'ancienne cité de Valyria, son créateur reste non identifié, mais son premier détenteur connu est Aenard Targaryen, père de Daenerys Targaryen, dit la rêveuse. Elle aurait notamment prédit le fléau de Valyria et ainsi sauvé une partie des Valyriens en se réfugiant sur l'île de Père-Dragon à Westeros. Par la suite, Aenard demanda à ses héritiers de se transmettre cette fameuse dague au fil du règne Targaryen, jusqu'à ce qu'elle arrive entre les mains d'Aegon le Conquérant. C'est pour cette raison que dans le tout premier épisode de House of the Dragon, le roi Viserys I Targaryen tient dans sa main la dague lorsqu'il confie la prophétie à sa fille Rhaenyra. Aegon foresaw the end of the world of men. It is to begin with a terrible winter, gusting out of the distant north. Plus tard dans la saison 1, le roi de Westeros plongera la lame dans le feu pour dévoiler à son héritière la chanson de glace et feu. L'arme sera ensuite brandie par Alicent pour menacer Rhaenyra après qu'Aemond perde son œil, ou encore par Viserys en personne pour menacer Vaemond Velaryon de lui couper la langue. Après la mort de Viserys, Aegon II Targaryen la portera à sa ceinture dès son couronnement. Puis, dans la saison 2, on la verra à de nombreuses reprises entre ses mains, sans que le nouveau roi connaisse la fameuse prophétie qui lui est associée. C'est pour cela que dans l'épisode 3, Rhaenyra mentionne la chanson auprès d'Alicent lors de sa visite discrète à Port-Réal, et va ainsi semer le doute dans l'esprit de la reine régente en ce qui concerne la légitimité de son fils sur le trône de fer. Oh, don't you remember Aegon? Our son. His dream. The Song of Ice and Fire. It is true. Dans l'épisode 4, Alicent est effectivement troublée par les paroles de sa rivale. Tell me. Do you believe Viserys wanted Aegon to succeed him? Même si, comme le souligne Rhaenyra, il est désormais trop tard pour faire marche arrière et chercher une résolution pacifique du conflit entre les Verts et les Noirs. À la fin de l'épisode, on peut voir Aemond récupérer la dague devant le corps inanimé de son frère Aegon, confirmant au passage ses prétentions au titre de roi des 7 couronnes. Après la danse des dragons et comme le veut la tradition, la lame continuera d'être transmise de roi en roi, jusqu'en l'an 281 après la conquête, soit 12 ans avant les débuts de Game of Thrones, lorsque Robert Baratheon mettra fin à l'hégémonie des Targaryens grâce à sa rébellion contre Aerys II. Le dernier détenteur Targaryen de la lame serait donc Aerys II Targaryen, dit le roi fou, le père de Daenerys, qui passera clairement plus de temps à brûler ses sujets qu'à entretenir la prophétie d'Aegon le Conquérant. La dague échappe ainsi aux mains des Targaryens pour atterrir dans celle de Peter Baelish, qui la confie à l'un de ses spadassins dans le but de tuer Bran Stark dans le deuxième épisode de la série. Le jeune Stark est sauvé in extremis
extremis par son loup été et la dague échoua finalement à Catelyn Stark. Elle l'emporte avec elle à Port-Réal, la montre à Littlefinger, considéré alors comme un allié du Nord, qui malheureusement manipule les Stark en accusant Tyrion Lannister d'être le propriétaire de la lame. Ce mensonge, en apparence anodin, lancera en réalité la célèbre guerre des 5 rois. Peu après, elle revient à Ned Stark jusqu'à la trahison de Lord Baelish et des Lannister qui coûtera la vie au Seigneur du Nord. Pendant les saisons suivantes, la dague restera à la ceinture de Littlefinger, jusqu'à ce qu'il la confie à Bran dans la saison 7, dans l'espoir de regagner sa confiance. Une stratégie vouée à l'échec pour Lord Baelish, puisque Bran, qui est devenu la corneille à 3 yeux, et a donc des visions du passé et un don de verve, connaît parfaitement l'histoire de cette dague qui a failli lui coûter la vie. Bran la confie finalement à sa sœur, Arya. Ironie du sort, Littlefinger sera exécuté par la jeune Stark, le coup tranché par cette lame qu'il possède depuis plusieurs années. Le roi de la nuit goûtera également à l'acier valérien lorsqu'Arya lui plantera dans le cœur pendant la bataille de Winterfell. Cette dague, et surtout la prophétie qui l'entoure, seront liées à un personnage extrêmement important dans la mythologie de George R.R. Martin, le guerrier de la lumière, plus connu sous le nom d'Azor Ahai. Selon la légende, il serait une figure héroïque désignée pour combattre les ténèbres et détruire les marcheurs blancs durant la toute première longue nuit. Il aurait porté une épée légendaire, Illumination, aussi appelée l'épée rouge des héros, qu'il aurait passé 100 jours et 100 nuits à forger. In the ancient books, it's written that a warrior will draw a burning sword from the fire. And that sword shall be Lightbringer. L'histoire de ce personnage comptera comme l'une des plus célèbres légendes de la religion du dieu de la lumière, Chlor, courant occulte vénéré par Mélisandre, Thoros de Myre, ou encore Beric Dondarrion dans Game of Thrones. Selon de nombreuses prophéties venant de la contrée mystique d'Ashai, à l'extrême est d'Essos, cette figure légendaire surnommée Azor Ahai devrait se réincarner lorsque la menace des marcheurs blancs reviendrait. La prophétie d'Azor Ahai serait encore plus ancienne que le rêve d'Aegon le Conquérant, et au fil des âges, cette prophétie et celle des Targaryens du prince qui fut promis auront tendance à se rapprocher, voire à se mélanger, puisque certains verront dans la chanson de glace et de feu la réincarnation de ce héros légendaire. D'ailleurs, dans Game of Thrones, et au vu de son âge très avancé, Mélisandre trouvera plusieurs prétendants au titre de réincarnation d'Azor Ahai. D'abord Stannis Baratheon, qui aura même droit à sa propre version de l'épée Illumination, Stannis Baratheon, warrior of light. Your sword awaits you. mais après sa mort, la sorcière rouge jettera son dévolu sur Jon Snow. Stannis was not the prince who was promised, but someone has to be. À la fin de Game of Thrones, le sort de ces deux prophéties est plus ou moins révélé grâce à l'identité de Jon Snow, qui est en réalité un roi Targaryen capable de chevaucher un dragon, condition nécessaire pour réaliser le rêve d'Aegon le Conquérant, mais est aussi le leader de l'armée des vivants face à celle des morts, et donc le fameux prince qui fut promis. Et en même temps, d'autres personnages majeurs pourraient eux aussi être à la fois Azor Ahai et le prince qui fut promis. Comme le rappelle Missandei à Daenerys dans la saison 7, le terme d'Azor Ahai est non genré en haut valérien. The prince who was promised will bring the dawn. I'm afraid I'm not a prince. Your Grace, forgive me, but your translation is not quite accurate. That noun has no gender in High Valyrian, so the proper translation for that prophecy would be the prince or princess who was promised will bring the dawn. Donc le prince de la légende pourrait aussi être une princesse. On pense d'abord à Daenerys, dont les attributs correspondent aux deux prophéties respectives, ou encore à Arya, qui malgré son absence de sang Targaryen, a tué le roi de la nuit et mis un terme à la deuxième longue nuit. Game of Thrones fera d'ailleurs plusieurs foreshadowing concernant son destin héroïque. D'abord lorsqu'elle croisera la fraternité des 100 bannières et gagnera la confiance et le respect de Beric Dondarrion. Or is the little girl the bravest one here? Aye. She might be. Prêtre rouge, bien conscient du potentiel de la jeune Stark et surtout de la prophétie d'Azor Ahai. Puis lorsqu'Arya fera la rencontre de Mélisandre, quelques épisodes plus tard, la prêtresse lui annonçant que son dessein est de fermer des yeux de couleurs différentes et donc potentiellement d'embrasser la destinée d'Azor Ahai. I see a darkness in you. And in that darkness, eyes staring back at me. Brown eyes, blue eyes, green eyes.
eyes you'll shut forever. Malheureusement, c'est une décision prise par les showrunners de la série, puisque Martin n'a toujours pas répondu à cette question dans les livres, toujours en cours d'écriture. Pour en revenir à House of the Dragon, l'épisode The Red Dragon and the Gold nous a montré la mort tragique d'un des personnages les plus importants de la Maison du Dragon, la reine qui ne le fut jamais. Née 74 ans après la conquête, du mariage entre Aemon Targaryen et Jocelyn Baratheon, Rhaenys est décrite dans les livres comme une femme magnifique aux cheveux noirs pour rappeler son ascendance Baratheon. À seulement 13 ans, elle deviendra une dragonnière aguerrie grâce à son dragon Meleys, surnommé la Reine Rouge. Un dragon qui avait d'abord été réclamé par sa tante Alyssa Targaryen, la mère de son cousin et futur roi des 7 couronnes, Viserys I Targaryen. Lorsque le père de Rhaenys meurt, seulement 5 ans après l'obtention de son dragon, elle est mariée jeune à la personne la plus riche de tout le royaume, Corlys Velaryon. Elle est alors pressentie comme la prochaine reine des 7 couronnes. Sa grand-mère, la reine Alysanne Targaryen, femme du roi Jaehaerys Targaryen, l'aurait d'ailleurs surnommée notre reine en devenir. Peu de temps après, le serpent de mer et Rhaenys auront leur premier enfant, Laena Velaryon, la future deuxième épouse de Daemon. Contrairement à sa femme, le roi de l'époque voyait comme héritier légitime son deuxième fils encore en vie, Baelon le Brave, qui est aussi le père de Viserys I, de Daemon, et donc depuis l'épisode 3, aussi le père de Ulf dit le Blanc, même si on continue de croire que c'est un énorme mytho. Cette décision ne plut guère à Rhaenys et son mari Corlys, qui, en conséquence, quittera le conseil restreint du roi Jaehaerys alors que le couple retourna à la Marque. La décision du roi conciliateur ne fut pas bien reçue par une partie de la famille, créant une scission au sein de ses maisons alliées. De leur côté, 2 ans après la naissance de Laena Velaryon, Corlys et Rhaenys eurent un deuxième enfant, Laenor, et virent en lui un potentiel héritier au trône de fer. Malgré leur enthousiasme, le roi Jaehaerys ne changea pas d'avis ni d'héritier. Mais quelques années plus tard, Baelon le Brave mourut et Jaehaerys dut donc organiser en urgence le fameux conseil de 101, événement qui ouvre House of the Dragon. Tragedy had claimed both his sons, leaving his succession in doubt. So, in the year 101, the old king called a great council to choose an heir. D'après de nombreux maîtres, 44 héritiers potentiels se sont présentés à Harrenhal pour devenir le prochain roi des 7 couronnes. Pour autant, seuls 2 resteront véritablement légitimes, à savoir le premier fils de Baelon le Brave, Viserys, et bien évidemment sa cousine Rhaenys, qui aspirait à la royauté dès son plus jeune âge. Plusieurs lords de Westeros ont soutenu la reine en devenir, notamment son oncle Bormond Baratheon ou encore Eddard Stark. Mais comme je le disais dans le récap de la saison 1 de House of the Dragon, le choix du sexe de l'héritier au trône de fer reste d'une importance capitale, et Rhaenys ne sera donc jamais choisie. À la suite de ce grand conseil, et ce jusqu'à sa mort, elle sera surnommée la reine qui ne le fut jamais. Si dans la série, de nombreux événements ont été adaptés différemment des livres, la bataille de Repos des Freux dans cet épisode, où Rhaenys affronte les Verts sur le dos de son dragon Meleys, est particulièrement fidèle à la version du roman Feu et Sang, à une seule différence près, que dans le roman, Rhaenys et Meleys affrontent en même temps Vhagar et Feu du Soleil, montés respectivement par Aemond et Aegon Targaryen. Une décision discutable, mais beaucoup plus cohérente pour la série, puisqu'il était clairement insensé pour Rhaenys de combattre 2 dragons en même temps, dont le plus gros et le plus puissant encore vivant, Vhagar. Maintenant, je laisse la parole à mon ami le maître Adrien, qui va vous décortiquer tous les petits détails que vous avez sûrement ratés dans l'épisode de Red Dragon and the Gold. Merci Louis. Je te propose de commencer avec une petite touche de nostalgie pour les fans de Viserys et de la saison 1. La petite sculpture à l'effigie d'un dragon qu'Alicent manipule, puis casse malencontreusement dans l'épisode, est la même qu'elle avait faite réparer pour Viserys dans la saison 1, afin de le réconforter après la mort de sa femme Aemma et de leur fils mort-né Baelon. On peut aussi considérer cette scène comme un foreshadow de la fin de l'épisode, où les 2 dragons de Rhaenys et Aegon tombent au combat. On aperçoit enfin pleinement Feu du Soleil dans cet épisode, le dragon d'Aegon II, aperçu rapidement dans la saison 1. Il est considéré comme l'un des plus beaux dragons ayant jamais existé, avec ses écailles aussi éblouissantes que de l'or. Si vous ne l'aviez toujours pas compris, après les nombreux indices disséminés dans cet épisode et les précédents, Aline et Adam, les 2 marins de la Marque, sont en réalité des bâtards Velaryon, et donc de potentiels héritiers de la Marque. Dans le roman Feu et Sang, ils sont beaucoup plus jeunes, âgés entre 14 et 15 ans, et l'identité de leur père n'est pas officiellement dévoilée. Ils seraient en tout cas les enfants bâtards de Laenor ou Corlys Velaryon, même si la série semble plutôt
pointer du doigt le Seigneur des Marais comme leur père potentiel, puisque son fils a été tout bonnement exclu de la série pour le moment. Un nouveau personnage est introduit dans cet épisode, Oscar Tully. Il est le fils d'Elmo Tully, le frère de Kermit Tully, et surtout le petit-fils de Grover Tully, le seigneur vieux et fatigué de vifs aigues que Daemon tente vainement d'évincer pour mettre la main sur son armée. Oscar est appelé à devenir un grand chevalier du Conflant, donc retenez bien sa tête. Et d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais Grover, Oscar, Elmo et Kermit tiennent leur nom d'après les marionnettes des émissions Sesame Street et le Muppet Show, d'après la volonté de leur créateur, George R.R. Martin. Absolument personne ne veut de Criston Cole comme père, et on peut comprendre ses amantes. Rhaenyra avait été forcée de boire la mixture contraceptive du grand maître Orwyl dans la saison 1, et dans cet épisode, on peut voir Alicent qui préfère se donner des maux de ventre plutôt que d'enfanter un bâtard de la main du roi. Au passage, on peut remarquer que l'ingénieux Larys Fort semble avoir compris ce qui se trame entre la reine régente et son épée lige. Plusieurs places fortes des terres de la couronne sont mentionnées dans cet épisode. Il y a d'abord Roseby, demeure de la maison Roseby, dont le blason est composé de 3 chevrons rouges sur un champ d'hermine, Castelfoyer, fief de la maison Castelfoyer, dont le blason est un agneau blanc tenant une coupe d'or sur un fond vert, et Sombreval, ville portuaire appartenant à la maison Sombreline à l'époque de la danse des dragons, dont la lignée sera exterminée par Aerys II Targaryen pendant le règne du roi fou. Dans ses visions, Daemon aperçoit plusieurs animaux qui ont une symbolique toute particulière. La chèvre noire est évidemment une représentation de la magie noire, en lien avec le personnage d'Alice Rivers. Dans le lore de Martin, la chèvre noire est également le blason porté par Varcé Èvre et son armée de mercenaires, aussi surnommés les Braves Compins. Des personnages qui ne sont jamais apparus dans Game of Thrones, mais ont pendant un temps régné sur Harrenhal pendant la guerre des 5 rois. Peu après, Daemon se retrouve face à 3 chiens, qui forment le blason de la maison Clegane. Or, Gregor Clegane, alias la Montagne, était un banneret de Tywin Lannister lorsqu'il régna pendant un temps sur la forteresse du Conflant. À travers sa vision, Daemon semble donc l'apercevoir parmi les pires suzerains qui ont dirigé ce lieu maudit. À Harrenhal toujours, Daemon croise William Nerbusk, un chevalier de la maison rivale des Bracken, qui se sont affrontés pendant la bataille du Moulin Brûlé dans l'épisode 3. C'est un personnage que l'on avait déjà aperçu dans l'épisode 4 de la saison 1, lorsqu'il était beaucoup plus jeune et avait tenté de remporter la main de Rhaenyra avant de battre en duel un autre prétendant de la princesse, issu de la maison Bracken. William mentionne également son neveu, Benjicot Nerbusk, qui se fera appeler plus tard Ben le Sanglant pour une certaine raison. Au cours d'une discussion avec Daemon, Alice Rivers, la mystérieuse servante d'Harrenhal, mentionne les arbres-cœurs. Ce sont des barrals très spécifiques, ces fameux arbres imposants et très anciens, qui symbolisent désormais la religion des anciens dieux. Les arbres-cœurs se trouvent au centre des bois sacrés, sécrètent de la sève rouge semblable à du sang, et sont surtout reconnaissables par leur visage gravé dans l'écorce, probablement par les enfants de la forêt. Ce sont donc des sanctuaires religieux naturels, et d'ailleurs vénérés par les premiers hommes des millénaires auparavant. Comme l'indique Alice Rivers, Arryn le Noir, le dernier fondateur d'Harrenhal, a profané ces arbres saints autour de sa forteresse en les abattant, causant ainsi l'une des nombreuses malédictions qui hantent ce lieu terrifiant. Dans les romans de Martin, le sang des dragons est connu pour ses propriétés magiques, qui entrent notamment dans la composition des lames en acier valyrien, et furent aussi utilisées par les enfants de la forêt pour se protéger, voire tuer les marcheurs blancs pendant la première longue nuit. Apparemment, le sang des dragons serait aussi acide, ou en tout cas aussi bouillant que leur flamme, comme l'ont appris à leurs dépens les soldats des Verts. Et comme toujours pour finir sur une petite note plus légère, selon l'agrégateur IMDb, The Red Dragon and the Gold est l'épisode le mieux noté de House of the Dragon, et même le 5e mieux noté des 2 séries confondues. Merci beaucoup, Maître Adrien. On se retrouve la semaine prochaine pour le 5e épisode de la saison 2 de House of the Dragon.